Bonjour, mon nom est Annie Richard et je vous propose pour ce quart d'heure de lecture une continuité de texte sur le sujet suivant. Qu'est-ce que c'est personnellement et de façon plus large humainement? Ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, mais à nous, les humains. Qu'est-ce que c'est d'être mère? Qu'est-ce que c'est d'enfanter? Alors je commence par La boîte noire du corps de la mer, qui est paru donc chez l'Harmattan en 2022. Et je vous le montre dans sa version reliée par Annie Bouage, qui est une relière d'art de réputation internationale. Et pour ce livre, elle a créé deux boîtes. Alors, une première boîte, puis une deuxième boîte. Et ça, c'est une inhabituelle. Donc, une deuxième boîte, en quelque sorte, la boîte cachée du corps de la mer. Alors, voici l'extrait, premier extrait, qui se trouve... c'est le préambule, donc page 13. Je ne pensais pas arriver si tôt, si brutalement, à la question même, la question du corps de la mer. Y arriver avec la planète entière. Depuis quelques mois seulement, un virus galopant nous menace dans notre corps, nous y enferme. Nous nous découvrons quotidiennement exposés de chair tendre à la mort, frêle barrière si aisément franchissable, par une micro-particule, poussière, car, homme, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Ou à hauteur d'expérience humaine, tu es sorti du corps de la mer, tu croyais t'en être affranchi et tu retournes à ta condition corporelle avec l'imminence sensible de ta propre mort. Les images d'actualité alignent les cercueils, bois lustrés des boîtes disposées en un ordre parfait, éternel. Ouvre la boîte, a dit ma mère en mourant, juste avant son dernier souffle. Juste avant le moment où la ligne de vie sur l'électrocardiogramme placé à côté de son lit d'hôpital devenait absolument plate. À ce moment-là, je l'ai ouverte, la boîte du corps, encore une fois, la dernière pour elle, sur un projet. Se jeter en avant. S'en sortir de la boîte d'où nous sommes issus, d'où nous croyons l'être issus, sortis. Sommes-nous dehors, découvrant ici, tel l'enfant, un monde de lumière, plein de choses inconnues et merveilleuses, nature, jardin, êtres, animaux et humains. S'affranchir des limites du corps et pour cela oublier l'origine de la boîte charnelle, la boîte du corps de la mer. Je tenais la main de ma mère, elle a eu le temps encore de se projeter dans l'avenir que je lui ouvrais pour la dernière fois. Je vais t'emmener avec nous. Elle a réussi à répondre à mon exclamation, mon extrême intimation d'une voix rocailleuse, empâtée, et cette réponse était en elle-même une façon de s'extirper lentement, difficilement du lieu où elle s'enfonçait, s'enlisait. Nous prendrons Ada un peu plus. Ada, notre aide ménagère familiale qu'elle connaissait si bien. Elle est morte sur ce projet. Elle est morte au futur, avec nous, hors de ce qui l'enfermait, seule, dans la boîte, le corps de ma mère d'où j'étais issue, sortie. Voilà qu'elle m'y entraînait avec elle, qu'elle m'y engloutissait. Ouvre la boîte, oui. Elle était là, concrète, cette boîte, pour moi, du début de la vie, pour ma mère de la fin. Et c'était la même. Elles accouchent à cheval sur une tombe. Voilà que la réplique théâtrale de Beckett, qui lie la naissance à la mort, résonnait pour moi dans le monde réel.
J'ai mis longtemps à en décrypter le sens humain, comme si en effet il s'agissait d'une boîte noire enfouie sous les eaux maternelles. Le corps de la mère en tant que signifiant de notre condition corporelle, de notre possibilité d'exister, assujetti à un double traumatisme, celui de la naissance et celui de la mort. Alors ce texte est en écho avec un de mes livres précédents, qui était édité aussi chez l'Harmattan en 2015, et qui s'intitule Mère, auto-essai, et qui est un texte en fait illustré de photos, d'œuvres, de dessins et de peintures qui représentent l'enfantement. Et c'est donc un sujet très peu traité en art. Alors voici un exemple qui est un dessin de Diana Quimby. Et le texte que je vais vous lire évoque en fait la source littéraire de cette question du corps de la mère, de notre origine charnelle, un roman de l'artiste surréaliste et plasticienne grecque francophone Le Grand Repas, dont je vous lirai un extrait tout à la fin. Et c'est un texte que je rencontre au sens fort, au sens surréaliste du mot, une rencontre véritable au moment de ma première grossesse. J'allais donc, à mon tour, devenir mère. Je crois que j'en ai pressenti l'énigme. Sinon, ce livre, Le Grand Repas, d'une auteure que je ne connaissais pas, Gisèle Prassinos, grande figure du surréalisme, je l'apprendrai plus tard, n'aurait pas eu une telle importance. Il traçait, à côté de l'histoire attendue de ma première grossesse, un itinéraire obscur, quasi initiatique, d'arrachement définitif à la maison de l'enfance, d'adieu à ma propre mère. Je le lisais dans le jardin, allongé sur ma chaise longue, chrysalide, en lente métamorphose. Je sors le livre de la bibliothèque, écorné, annoté, presque en lambeaux, tellement je l'ai trituré, et je tombe, stupéfaite, sur ces lignes introductrices, si évocatrices de ma situation d'alors. Allons, je ne pus attendre pour commencer. Vous seriez assis sur un banc dans l'immense jardin, si près de moi que vous pourriez m'entendre sans que j'élève la voix. Ce serait le printemps. Il ferait assez chaud pour demeurer immobile le temps nécessaire à mon récit. Les fortes âmes, évoluant sous les arbres, veilleraient sur nous et apprécieraient de loin notre prétendue sagesse. Quand je lis ces lignes pour la première fois, je suis allongée sur une chaise longue dans un jardin naturellement petit à la taille de la maison d'Alès où, jeune couple, nous nous installons, presque une maison de poupée au confort rudimentaire, posée un peu à l'écart de la ville, écrin douillet et ensoleillé dans mon souvenir de notre amour, de notre découverte mutuelle et de ma première grossesse. Ma fille naîtra à Saint-Étienne. Pour l'heure, je suis menacée de fausse couche et toute la protection de mon fœtus, assistée par ma mère vigilante à mes côtés. Je ne fais rien, je couve. Je suis donc restée immobile dans la chaleur du printemps à écouter la voix du texte, à ne plus la lâcher. De là à entrer dans mon nouvel état, en pleine conscience, il y a le temps d'une vie, le poids des errances et des erreurs, celui de la souffrance. Au début du parcours, c'est seulement une lueur fugitive, des signes d'écriture, les mots d'un roman, des mots sensations, selon le dire de l'auteur, porteurs d'émotions, de pouvoir esthétique. Pourquoi me suis-je attelée dès cet instant à en décrypter un sens qui ne se donnait pas au premier abord? Je m'y suis attelée à grand renfort de science, avec le souci de saisir un objet que d'autres pourraient reconnaître, le continent féminin que j'abordais en même temps, éprouvé de l'intérieur. J'ai essayé de le saisir en lançant dans le tissu du texte un filet linguistique compliqué,
plein de tableaux et de statistiques obtenues à grand-peine à une époque dépourvue d'informatique. Filet susceptible d'en tirer un trésor, un ensemble de mots répertoriés et classés qui caractériserait une langue féminine au sein de la langue commune masculine. J'ai appelé cela le discours féminin dans le grand repas de Gisèle Prassinos, sans trop mesurer l'écart entre l'ambition du propos et le mince corpus de l'étude. Pour moi, ce livre disait tout. Il racontait dans un registre poétique et fantastique la préparation d'un dernier repas par la mère, ouvrant la maison de l'enfance à des invités extérieurs avant la disparition de celle-ci et la sienne propre. L'enfant est le narrateur. Les mots « dedans »,« dehors » rythment son histoire. Extirpé de sa coquille protectrice par sa mère pour des courses banales, visite chez une dame imposante, chez l'épicier, garde-bébé chez de jeunes cousins de la meilleure amie de la mère, transposé en mission héroïco-burlesque, il affronte un dehors hostile et protéiforme, alors que l'évocation du dedans, onirique et mystique, fait de l'ancienne maison une sorte de maison de Claudine à la puissance 10. C'est donc l'aboutissement, un extrait de la fin du grand repas qui est publié en 1966 chez Grasset, et donc c'est la page 206-207, et c'est ce qui a été pour moi le début de ma quête. Alors quête qui vise, j'insiste, une prise de conscience toujours libératrice, et j'aurais pu terminer par un autre texte de Gisèle Prassinos, plein de l'humour ravageur et malicieux, qui caractérise l'autre aspect de son œuvre, et qui bouscule ô combien les cadres établis, sexués du portrait de famille. Alors ce sera pour l'année prochaine. Alors je m'en tiens aujourd'hui à cette dernière vision du corps de la mère dans l'espace de la fin du grand repas. Et pourquoi pas, en fait, à côté du corps de la mère, sculpté par Gisèle Prassinos dans les années 70, à partir d'un ventre calebasse. Plus tard, j'ai senti que ma mère se dégageait de mon étreinte, très doucement, pour ne pas me faire de peine, néanmoins sans tendresse. Les mains arrachées aux miennes retombaient lourdes avant de s'élever à nouveau pour s'éloigner davantage. La tête, lasse encore, ballottée sur les épaules, les yeux étaient des lacs gorgés de ténèbres. Je la vis debout un instant, accablée. Un seul doigt posé sur elle eût pu la faire basculer. Parce qu'à la voir ainsi soulevée de terre, étendue sur la civière de deux bras invisibles, j'ai soudain compris qu'on me la prenait. Plutôt qui me la prenait. J'ai fermé les yeux sans rien dire. En les ouvrant à nouveau, j'ai vu Madame Du qui pleurait. Elle regardait fixement la chaise de bois où son ami n'était plus. Le vent soufflait. Nous étions dehors, dans un champ désert, éclairé par la lune. Notre maison avait disparu. Il n'en restait rien, même pas quelques pierres. On ne voyait que de l'herbe à l'infini. Derrière nous, les invités du grand repas, rassemblés, se serraient les uns contre les autres pour se garantir du froid. En avant, le corps de ma mère s'éloignait dans l'espace, tout blanc. La sud-américaine énorme, bruissante, solennelle, le dirigeait en le protégeant de ses manches, déployées comme de sombres ailes.